à Luc Soulier qui va pouvoir intervenir donc de Solia sur un projet que vous avez mené, c'est ça, dans l'Aveyron, pour nous expliquer d'abord quelques mots sur Solia. Je crois que vous vous présentez évidemment en quelques mots, et puis nous dire un petit peu en quoi a consisté ce projet et parfois les difficultés que vous avez rencontrées. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter un projet que nous avons réalisé sur l'Aveyron. Donc, il est en production depuis environ quelques mois pour la première installation. Et puis, c'est le gros bouton du milieu, voilà, pour présenter déjà Solia. Voilà. Donc, Solia, on est un bailleur social. On est une association de l'économie solidaire. 550 logements sur l'Aveyron, 25 salariés. Et on essaie de réfléchir un petit peu à mener des projets innovants pour l'habitat des plus fragiles. Et notamment, donc ce projet, on a mené une réflexion un petit peu sur les charges énergétiques du locataire. Et nous avons mis en place sur un immeuble de 20 logements qui est au gaz pour le chauffage et l'électricité. On a mis en place donc un projet d'autoconsommation collective, plus sur la même toiture une autre installation en autoconsommation pour les bureaux et vente en surplus. Donc on a commencé cette réflexion, c'était en 2017, où l'ordonnance n'était pas encore sortie sur l'autoconsommation collective. Et donc on a buté là-dessus pendant pas mal de temps. Et puis quand l'ordonnance est sortie, on a pu mettre en œuvre notre idée, mais non sans mal, puisque Enedis avait du mal à nous suivre, ils étaient assez frileux à l'époque. Mais on a persévéré et puis on y est arrivé. Donc nous, notre idée dès le départ, c'était vraiment produire de l'énergie au travers du photovoltaïque pour couvrir 30% des consommations électriques des locataires. Vous l'avez peut-être en image après, non, sur votre présentation? Oui, pardon. Oui, moi, je vous en prie, c'est vrai que vous êtes évidemment concentré sur ce que vous dites. Donc voilà, couvrir 30% des consommations électriques des locataires, relever l'étiquette énergétique des logements, puisque au départ on était plutôt en CED sur des T4 et on espérait arriver à en baisser une fois que l'installation sera en route. Et ça, c'était une première en France? Et je pense que c'est une première en France, ouais. Oui, puisque je vais y venir, mais on a décidé vraiment de mettre à disposition l'énergie. Donc, si vous voulez, dans notre idée, c'était possible de finalement donner de l'énergie à quelqu'un. Mais en fait, on s'est aperçu rapidement que c'était impossible. Donc, il a fallu un petit peu batailler. Et donc, c'est là où on s'est rapproché de Texol, qui est, c'est vrai, leader en France sur ces... Vous êtes juste à côté, d'ailleurs. Voilà, sur ces idées-là. Et ils ont été vraiment... à l'écoute, et ça nous a permis d'avancer dans notre projet. Et donc notre dernière motivation, c'était aussi d'augmenter le pouvoir d'achat des locataires, puisque on prenait à notre charge une part de leur charge, quoi. Voilà un petit peu. Donc l'installation en elle-même, en autoconsommation collective, elle est à 9 kW crête, et la deuxième installation à 20 kW crête. Dans le coût total de l'installation, 55 000 €. Il faut savoir qu'on a essayé d'actionner certains leviers pour être financé. Mais on n'a pas été suivi ni au niveau régional, puisqu'on avait déposé un dossier sur un appel à projet innovant. On n'a pas été retenu, et ni au niveau du département, quoi. Voilà. Donc on a financé. Mais parce que vous étiez peut-être trop en avance, non? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'on était un peu en avance, parce que Texol travaillait avec nous sur l'étude des courbes de consommation des locataires. On ne l'avait pas eu à temps, donc on l'a pas donné, et du coup on n'a pas été retenu aussi, entre autres à cause de ça, quoi. Voilà. Donc le plan d'amortissement a été projeté sur 11 ans, hors suivi, maintenance et ingénierie avant
avant réalisation de l'installation. Et l'augmentation du coût de l'énergie non plus n'a pas été intégrée. Donc on peut espérer gagner quelques années, quoi, s'il y a du soleil. Voilà, donc après peut-être on peut venir sur les freins. Oui, évidemment, puisque c'est aussi l'un des enjeux de cette table ronde, donc c'est important que vous en parliez, bien sûr. Pardon, merci. Voilà, c'est un projet qui a été mené depuis 2017, donc à peu près 2 ans pour réaliser ça. Et donc ça a été vraiment un réel engagement auprès des locataires notamment. Et nous, on a eu une approche sociale qui a été très forte, dans le sens où on a fait des réunions collectives avec les locataires pour savoir s'ils étaient intéressés par le projet ou pas. Donc c'est vrai qu'au début, ils étaient assez réticents, mais d'une part parce qu'il fallait installer le Linky chez eux, mais ça, ils avaient un peu peur de ça. Et d'autre part, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop habitués à ce qu'on leur donne quelque chose finalement. Ils se disaient, ouais, aujourd'hui c'est gratuit, mais demain ça va être payant. Donc on ne le veut pas, quoi. Voilà. D'ailleurs, vous travaillez, il n'a pas pu venir, mais aussi avec un docteur en économie et psychologie sociale, hein, Dorian Lidvin, qui étudie de près un peu comment aussi il y a cette question d'acceptabilité et qui voit en fait pourquoi les ménages aussi sont motivés. La première motivation, c'est mieux maîtriser sa facture, gagner en autonomie aussi, hein, et là on en cesse d'en parler, consommer de l'électricité locale en circuit très court, hein, c'est ce qu'il m'a dit, et avoir aussi la possibilité de se regrouper entre citoyens afin de développer l'installation, etc. Enfin, tout ça, ça fait partie des motivations que peuvent avoir les habitants. Et ce sur quoi vous travaillez aussi, sur cette approche. C'est vrai que M. Lidvin a fait un travail qui était très intéressant et lui aussi il a été au contact des locataires et on s'est aperçu qu'il y a eu vraiment une prise de conscience puisque c'est vrai que c'est des personnes qui sont défavorisées, je dirais, ou fragiles et c'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes informations que nous, ou en tout cas ils ne vont pas les chercher. Donc moi je pense que c'est important d'aller les leur amener, les leur expliquer. Et à la sortie, ils adhèrent, ils comprennent les choses à partir du moment où c'est expliqué, je dirais, de façon simple, quoi. Voilà. C'est ce qu'il disait aussi, je vous interromps, mais Dorian Lidvin, il dit qu'il ne faut pas parler que technique, il faut parler humain aussi dans cette histoire-là. Ça, c'est vraiment le point. Tout à fait, c'est très important. Et c'est vrai que maintenant, on a des retours qui sont très positifs. Et ça a mis une dynamique positive dans l'immeuble, même si c'est que 20 logements, mais quand même. Et du coup, mes collègues ont pu entamer des démarches sur les déchets, sur le comportement, des choses comme ça, quoi. Je crois qu'il y a Sébastien qui est prêt à dire quelque chose, mais je ne vous ai pas oublié dans votre présentation. Vous voulez dire quelque chose, Sébastien? Pour complètement appuyer ce sujet, je pense qu'il faut ramener les gens à leur quotidien. Et je pense que Richard en parle souvent, mais c'est une question au fond du jardinage énergétique. Je veux dire, ça semble tout le monde est logique de produire ses tomates cerises. Alors on n'est pas autonome en énergie forcément, mais en tout cas se dire quand j'ai un surplus parce que tout est en fleurs, je ne peux pas manger toutes les tomates cerises, ça semble logique de partager avec ses voisins. Et je veux dire, ces communautés locales sont souvent lieu de solidarité. Je veux dire, si on parle de communauté, pas de communautarisme énergétique, mais bien de communauté énergétique. Le texte de la commission parle bien de communauté énergétique locale, pas de communautarisme énergétique local. Mais bon, c'est le lieu classique d'exercice de la solidarité. Et je veux dire, si on les ramène à des choses simples, se dire qu'on va autoproduire une partie de notre énergie d'une alimentation, je veux dire, il faut effectivement ramener les ménages à des choses qui leur sont simples et quelque chose qu'ils pratiquent pour certains depuis des années. Je veux dire, les jardins partagés, ça existe depuis longtemps dans beaucoup de territoires. Et se dire que oui, on a aussi des lieux de jardins partagés énergétiques, en tout cas, et on va partager un peu cette production. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas le réflexe qu'ils ont, c'était une boîte noire pour eux, les questions énergétiques, mais cette réappropriation de l'énergie, en tout cas comme quelque chose de plus naturel, avec toujours la difficulté qui amuse les énergéticiens. Enfin, c'est le seul produit avec lequel on n'a pas trop envie que les consommateurs finaux soient en contact, parce qu'électrocuter, c'est pas très sympathique. Mais quand même, il y a besoin en tout cas d'avoir un rapport un peu moins distant à cette question énergétique. C'est important à préciser. Alors vous pouvez continuer après sur d'autres freins que vous avez pu rencontrer dans cette aventure, parce que vous êtes un héros. Oui, tout à fait. Donc, les premiers ont été clairement nos rapports avec Enedis, puisque même avec le soutien de notre partenaire Texol, il y a des discussions et des négociations qui ont été mises en place, et notamment avec la PMO, on en a parlé, et il a fallu un petit peu partir au combat
pour pouvoir arriver au bout, quoi. Donc ça a été une première chose. Ensuite, vous y êtes quand même arrivé? On y est quand même arrivé parce qu'on a pour habitude de ne pas lâcher prise. Donc, du coup. Et puis on aura quelques représentants d'Enedis demain aussi. On a peut-être encore dans la salle. Donc on les accueille avec grand plaisir aussi. Voilà, et après au niveau purement technique, c'est vrai que je pense que, vu que c'était une des premières autoconsommations collectives, hein, je pense que même les techniciens Enedis n'étaient pas formés, donc ils venaient sur le terrain, ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire. Ça a été vraiment compliqué. Voilà, donc après, c'est vrai que nous, on voulait vraiment aboutir. Mais ça a été vraiment un combat. Donc, alors, qu'est-ce que ça a donné? Je crois que vous avez une autre slide aussi pour montrer un peu les résultats quand même obtenus, parce qu'il y a eu des freins, mais... Tout à fait. Donc, juste pour finir sur le côté technique, donc nous, on a choisi d'aller au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on a, par le biais de partenaires de Texol, donc Sunchain, on a mis en place une blockchain qui va permettre de relever un petit peu les indices de consommation de chaque locataire, de les traiter et par le biais d'un coefficient dynamique, utiliser un maximum de l'énergie produite. C'est-à-dire qu'en temps réel, sur des pas d'une minute, on adapte l'énergie qui peut être consommée par le locataire en fonction de la production. Voilà. Et ensuite aussi, c'est une gestion de la répartition qui se fait donc par le biais d'une blockchain. C'est ça, tout à fait, ouais. Et ce qui permet aussi c'était l'inquiétude des locataires, ça permet d'avoir, si vous voulez, une garantie, une sécurité dans les données personnelles de chaque locataire. Parce que ça, c'est aussi souvent une problématique qui revient, la gestion des données. Hein. Et ensuite, je vais juste aussi parler du problème qu'on a eu pour le responsable d'équilibre. Donc EDF, OA ne voulait pas nous prendre. Donc du coup, on a été obligé d'appeler au secours Enercop, qui a bien voulu travailler avec nous. Et donc, par le biais de sa filiale Hydronext, nous rachète nos surplus, même s'ils sont vraiment très, très petits. Du coup, ça nous permet, ils nous les rachètent à 6 centimes, pour tout dire, et ça nous permet d'utiliser vraiment à 100% notre production. Donc, il y a 0 électrons qui sont, je dirais, perdus. Voilà, donc le projet a été vraiment... dans le détail jusqu'au bout. Voilà. Et donc ces résultats qu'on voit à travers votre... Donc du coup, moi je trouve que la première chose, c'est déjà de réussir un projet solidaire. Et c'est vrai que nous, on était assez fiers de ça. Et le seul regret, je dirais, c'est de ne pas avoir été suivi par les institutions qui auraient pu nous aider, soit financièrement ou même... techniquement. Donc en fait, c'est aussi la fierté d'être un des premiers en France à fournir de l'énergie gratuite à des locataires. Et puis plus techniquement, je dirais, c'est environ 500 watts dédiés à chaque logement, 25% de couverture de leur consommation, et c'est environ une centaine d'euros d'économisés pour eux par an. Voilà. Très bien. Peut-être que André Joff de Texol, justement, peut déjà faire un petit commentaire à ce projet, quand même, parce que Texol a joué un rôle important. Puis après, on va arriver justement à Sol Solidaire. Oui, mais c'est un projet qui a été difficile à monter, comme tous les premiers projets. Et ça, c'est un peu le cas quand on essuie les plâtres. Mais bon, globalement, quand même, je trouve que il est caractérisé par une très grande simplicité, en fait. Parce que, en fait, vous avez des panneaux sur le toit, et puis vous avez un onduleur, ça s'injecte sur les colonnes montantes, et c'est fini. Et puis vous avez un système informatique, on va dire, pour faire simple, qui, grâce à la blockchain, certifie les données et assure une répartition équitable entre les logements. Et ça, c'est quand même, je crois, la force du photovoltaïque d'une façon générale, c'est la simplicité du dispositif. Simplicité, robustesse, très faible taux de panne.
tout ça, c'est des choses très positives parce que si on compare par exemple avec l'eau chaude solaire qu'on a promu pendant longtemps et qu'on promeut toujours, c'est vrai qu'il y a nécessité quand même d'avoir des niveaux de maintenance, de surveillance beaucoup plus importants. Donc voilà, c'est un projet qui est intéressant. C'est le premier, je pense, sur un réseau public utilisant la blockchain. Il y en a un qui fonctionne du côté de Brooklyn, mais c'est sur un réseau privé, donc ça ne présente aucun intérêt. C'était le premier à le faire, mais celui-là, c'est vraiment le premier sur un réseau public et c'est quand même intéressant.